Merci de nous rejoindre pour cette édition de l'information. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les titres. Dans l'actualité nationale, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, accorde une grâce présidentielle à 9 responsables politiques, dont Succès Masra, et annonce une remise partielle de peine pour plusieurs condamnés de droit commun. Une décision qui suscite déjà des réactions dans la classe politique et la société civile. Également à la une, à N'Djamena, le 4e arrondissement réajuste son budget pour répondre aux priorités de la population, tandis que le 6e arrondissement reçoit du matériel pour renforcer les opérations d'assainissement. En sport, les Sao U18 quittent l'Afro-Basket à Abidjan en quart de finale après leur défaite face au Cameroun. Quel enseignement tirer de cette participation? Et en Afrique, l'actualité politique et sécuritaire reste dense avec les élections en Zambie, la libération des militaires du Mali et les combats au Soudan. C'est tout pour les titres. Bienvenue. Le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a signé ce 14 août 2026 2 décrets portant mesures de clémence. Le premier accord, une grâce présidentielle à 9 responsables politiques, dont Succès Masra, président des transformateurs. Le second prévoit une remise partielle de peine pour plusieurs condamnés de droit commun. Les détails avec Biakchibo Emmanuel. Le président de la République l'avait annoncé le 10 août dernier, la veille du 66e anniversaire de l'indépendance du Tchad. Ce vendredi matin, le décret tombe. 9 responsables politiques recouvreront leur liberté. Parmi eux, Succès Masra, président du parti des transformateurs et ancien Premier ministre. Condamné à 20 ans de prison, il était accusé d'incitation à la haine et à la révolte dans le cadre des violences intercommunautaires. 8 anciens responsables et dirigeants de la coalition de l'opposition, ex et groupe de concertation des acteurs politiques GCAP, verront également la lumière du jour après plus de 3 mois de prison. Les 8 leaders politiques étaient jugés pour attroupement armé, mouvement insurrectionnel, rébellion et détention d'armes de guerre et devraient purger une peine de 8 ans. Cette décision fait suite à une demande adressée au chef de l'État par leurs avocats. Mais le décret précise que la grâce ne supprime pas les peines civiles qui restent poursuivies. Les autorités justifient cette mesure par un souci d'apaisement politique et social, mais aussi la consolidation de la politique de la main tendue du chef de l'État, maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Annoncé par le chef de l'État dans son discours à la veille de la fête de l'indépendance, la grâce accordée notamment à Succès Masra et aux membres du JCAP était attendue selon le politologue Dr Yamigué Betimbaye. Pour lui, cette mesure constitue une étape importante dans la consolidation de la démocratie tchadienne. Suivez. Avec l'annonce qui a été faite par le président de la République dans son adresse à la nation, c'était plutôt une chose attendue parce que le président avait dit clairement qu'il s'inscrivait dans une dynamique de pardon et qu'il était motivé par la réconciliation nationale, par l'unité nationale, et que c'est dans cet esprit qu'il allait accorder une grâce à des détenus. Donc, dès lors que l'annonce a été faite, on s'attendait à ce qu'il y ait des leaders de l'opposition. Ils sont 9, ceux qui sont sous le coup de la loi, parce que le président motivait aussi sa décision de gracier les prisonniers par l'envie de militer pour un apaisement dans le contexte socio-politique national. Donc, cette décision était une décision plus ou moins attendue depuis quelques jours. Oui, mais si on devait arriver à cette finalité, on devrait considérer que cette grâce présidentielle constitue une étape dans le processus. Alors, le fait que la grâce soit accordée à ces acteurs majeurs de l'opposition leur confère une liberté. Donc, déjà, ces acteurs se retrouvent hors des prisons, ce qui est déjà un élément qui peut contribuer à décrisper le climat socio-politique national, déjà. Et ensuite, nous avions pendant longtemps dit que l'emprisonnement des leaders politiques, notamment de l'opposition, rendait un mauvais témoignage à la démocratie tchadienne. Donc, vu de l'extérieur, c'est aussi un acte qui peut contribuer à améliorer l'image de la démocratie tchadienne.
La grâce présidentielle accordée à 9 responsables politiques est saluée par plusieurs acteurs de la société tchadienne. Pour le coordonnateur de la cellule permanente, Dr Souleymane, cette décision marque une nouvelle étape et ouvre la voie à l'apaisement politique et social. Écoutons. En tant que Tchadien, je ne peux que me réjouir de la décision souveraine du chef de l'État, le président de la République, le maréchal Mahamat Idriss Déby Itno. Cette décision permet désormais de décanter le climat politique quelque peu lourd. Nous vivons depuis un certain temps, pour certains de ces hommes politiques, et un an pour l'un d'entre eux. Le décret est un acte déjà signé, mais sa mise en exécution effective reste assujettie, comme vous le savez, à quelques démarches administratives au niveau du ministère de la Justice. Et donc j'en appelle au calme et à la sérénité de nos concitoyens. C'est un signal fort pour la réconciliation et la concorde nationale. La décision présidentielle continue de susciter des réactions au sein de la classe politique. Le porte-parole du parti Les Patriotes, Hissène Abdoulaye, dit prendre acte de la grâce accordée aux membres du JICAP et au président des transformateurs, Succès Masra. En tant que parti et en tant que porte-parole, nous prenons acte de la décision du chef de l'État, accordant grâce notamment à notre président et les 7 autres présidents, et aussi la grâce accordée au président Succès Masra, président des transformateurs. Et donc pour nous, il n'y a pas lieu à jubiler, il n'y a pas lieu à s'en réjouir, puisque nos leaders ont été arrêtés injustement, condamnés avec des chefs d'accusation imaginaires, sans jamais présenter des preuves matérielles prouvant les chefs d'accusation imputés à leur encontre. Et donc pour nous, on devrait recenser notamment le débat pour les préoccupations générales du peuple tchadien. Est-ce que la libération de ces leaders-là pourrait contribuer notamment à améliorer les conditions de vie? Je ne pense pas. Le débat doit être essentiel sur l'essentiel, ce qui attend et la priorité du peuple tchadien. D'où l'essence même de notre engagement politique, c'est de pouvoir contribuer à l'amélioration des conditions de vie des Tchadiens. Nous prenons de façon globale acte de cette décision du chef de l'État. Tout autre chose à présent, la commune du 4e arrondissement de N'Djamena réajuste son budget pour mieux répondre aux besoins de la population. Une session consacrée à l'examen et à l'adoption du budget remanié pour l'exercice 2026 s'est ouverte ce vendredi 14 août. Voirie, assainissement et acquisition des engins lourds figurent parmi les principales priorités. Les travaux sont présidés par l'administrateur délégué Nasser Younous en présence du maire Adam Moussa. Adam, le reportage de Mbaya Koulamaxi. Voirie dégradée, caniveau accuré et besoin d'équipement pour les travaux. La commune du 4e arrondissement veut renforcer ses moyens d'action. C'est dans ce contexte que les conseillers municipaux se penchent ce vendredi 14 août 2026 sur le budget remanié de la collectivité pour l'exercice 2026. Réunis en session sous la présidence de l'administrateur délégué Nasser Younous, les conseillers examinent les nouvelles orientations financières proposées par l'exécutif communal. Un ajustement qui vise principalement à répondre aux urgences constatées sur le terrain. Dans son intervention, le maire Adam Moussa Adam a souligné que cette révision budgétaire ne se limite pas à une opération comptable. Elle doit permettre, selon lui, de rapprocher les prévisions financières des réalités de la commune et des besoins prioritaires de la population. Ce budget remanié n'est pas un simple exercice d'ajustement comptable. Il est la traduction financière de nos ambitions partagées. Adopter et réaliser des besoins qui s'imposent à nous tous. Président de la cérémonie, l'administrateur délégué Nasser Younous a rappelé l'importance de cette étape dans la gestion de la collectivité. L'adoption d'un budget constitué est un acte important dans la vie d'une collectivité. Il traduit des choix
et des propriétés qui doivent désormais se traduire en actions consacrées pour les grands bénéfices de nos populations. Au terme des travaux, l'enjeu sera désormais de traduire ces nouvelles orientations budgétaires en actions concrètes sur le terrain, voirie, assainissement, curage des caniveaux ou encore renforcement des moyens techniques. Autant de priorités dont la mise en œuvre devra permettre à la commune du 4e arrondissement de répondre plus efficacement aux besoins de sa population. Renforcer les actions d'assainissement dans le 6e arrondissement de N'Djamena, un lot de matériel a été remis ce 14 août à l'exécutif communal. Brouettes, pelles, pioches, râteaux, bottes et gants figurent parmi les équipements offerts par Jeanne Kebzabo, habitante de l'arrondissement. La cérémonie s'est déroulée en présence des autorités communales, des délégués et des chefs de carré. Reportage de Tanso Anta. Renforcer les actions d'assainissement et améliorer le cadre de vie des populations, c'est l'objectif du don de matériel remis ce 14 août 2026 à l'exécutif communal du 6e arrondissement. Brouettes, pelles, pioches, râteaux, bottes et gants composent notamment ce lot de matériel offert par Jeanne Kebzabo, une habitante de l'arrondissement. Un geste qui vient appuyer les efforts de la commune dans ses opérations d'assainissement. Son initiative mérite d'être saluée avec force, car elle traduit une conviction essentielle. L'assainissement de notre commune n'est pas seulement l'affaire des autorités municipales. Il constitue une responsabilité collective qui exige la participation de tous. Au-delà du matériel, le geste se veut également un appel à la mobilisation citoyenne. Les autorités invitent les habitants à s'impliquer davantage dans la préservation de leur environnement et à accompagner les initiatives visant à rendre les quartiers plus propres. La salubrité de notre commune dépend de nos compatriotes quotidiens et de nos comportements. Nous pouvons disposer de nombreux matériels, mais si chacun continue à jeter les déchets dans les rues, dans les caniveaux, ou dans les espaces publics, nos efforts seront insuffisants. Avec ce don, l'exécutif communal entend renforcer ses capacités d'intervention sur le terrain et poursuivre les actions d'assainissement au bénéfice des populations du 6e arrondissement. Les travaux de l'Assemblée générale ordinaire de la coalition des femmes médiatrices pour la paix durable ont pris fin le 13 août à la Maison du patrimoine culturel du Tchad. Durant 2 jours, les participantes ont échangé sur les enjeux sociopolitiques, la réconciliation nationale et le rôle des femmes dans la consolidation d'une paix durable au Tchad. Parus Mekila. Au cours de ces 2 jours, les échanges ont notamment porté sur les défis liés à la paix, à la réconciliation nationale, à la cohésion sociale et au renforcement de la participation des femmes dans les processus de médiation. À l'issue des travaux, la coalition a procédé à la révision de ces textes et à la mise en place de nouveaux membres de son bureau, une étape destinée à renforcer son fonctionnement et son engagement en faveur de la paix durable. Ashta Dibrin Si, présidente de la coalition, rappelle le rôle essentiel des femmes médiatrices dans la prévention des conflits, le dialogue et la consolidation de la paix au sein des communautés. Nous sommes tenus, chacune de nous, dans toutes les sphères familiales, professionnelles, communautaires, de cultiver la paix par notre comportement, par notre attitude, par notre langage. C'est de cela qu'il s'agit pour avoir une paix durable. De son côté, Chérif Alati Galma, secrétaire général du ministère de la Femme, revient sur les principales recommandations et les acquis de ces 2 jours de travaux. Durant ces assises, vous avez pris le temps de regarder les chemins parcourus, d'analyser les acquis, identifier les insuffisances et surtout de vous projeter vers l'avenir. C'est cela, à mes yeux, la véritable portée d'une assemblée générale. Faire le bilan du passé, tirer les leçons du présent et préparer l'avenir. Et la coalition a travaillé toujours sans ressources. Il faut noter que la contribution des femmes aux initiatives de réconciliation nationale et de cohésion sociale menées avec les différents acteurs, notamment la médiature de la République, constitue un apport important dans la recherche d'une paix durable au Tchad. L'Association des jeunes pour le développement agro-pastoral appelle à une meilleure valorisation du secteur agro-pastoral au Tchad. Au cours d'un point de presse tenu ce 14 août à Walia, sous la forêt, ses responsables ont sollicité l'accueil du président de la République, chef de l'État, pour promouvoir davantage ce secteur considéré comme un levier de développement et de l'emploi pour les jeunes. Regardons. Le Tchad est historiquement un pays à vocation agro-pastorale, en raison de la prédominance de l'agriculture et de l'élevage dans son économie.
depuis l'époque coloniale et plus particulièrement depuis son indépendance. L'expression est devenue principe fondamental dans la politique de développement moderne du pays. Notamment en 1980 et 1990, le Tchad est reconnu dans divers documents de planification comme un pays dont l'économie dépend majoritairement du secteur primaire, c'est-à-dire l'agriculture et l'élevage. En 2020, le document de référence officielle du Plan national de développement de l'élevage, en abrégé PND. En 2009 et 2016, définit explicitement le Tchad comme un pays à vocation agro-pastorale dans lequel toutes les activités commerciales et industrielles sont axées sur la vente et la transformation de produits de l'élevage et de l'agriculture. Mais les conditions de l'agriculture tchadienne restent difficiles, extrêmement difficiles. L'agriculture tchadienne est vide, totalement vide. Ni intrants, ni matériel agricole, ni machines, ni crédit agricole, ni finances. Les techniques restent uniques et archaïques, depuis l'époque coloniale jusqu'à aujourd'hui. Pour tout un canton ou sous-préfecture, il n'existe pas de tracteur. Et pour un tracteur, pour un hectare, il faut 30 000 francs CFA pour la location d'un tracteur. Voilà ce qui traduit la faible productivité des populations et donc source de la famine au Tchad. Parce que la production ne suit pas le rythme de la croissance démographique, faute de la méconnaissance du terme à vocation agro-pastorale par la plus haute autorité du pays. Toutefois, nous avions des extraits de déclarations et promesses de chefs de l'État, président de la République, sur un ton extrêmement ferme en ce qui concerne la modernisation et le soutien au secteur agricole et pastoral. En clair, AGDAP constate un abandon et réitère son appel au président de la République, chef de l'État, de valoriser le terme à vocation agro-pastorale. Et puis en sport, l'aventure des Sao U18 au championnat d'Afrique de basketball à Abidjan s'arrête au quart de finale. Les jeunes basketteurs tchadiens ont été battus par les Lionceaux du Cameroun 77 à 49. Malgré cette élimination, leur parcours reste encourageant pour le basket tchadien. Quel enseignement tirer de cette participation et quel défi pour cette jeune génération? Élément de réponse avec Mamad Brey. C'est sur un score de 49 à 77 que les jeunes basketteurs tchadiens se sont inclinés devant les Lionceaux du Cameroun, mettant ainsi fin à leur parcours dans cette compétition continentale. Au-delà de cette défaite, la participation du Tchad à cet afro-basket reste porteuse d'enseignements et constitue un signal encourageant pour le développement du basketball national. Avant de rejoindre Abidjan, les Sao avaient obtenu leur billet pour cette compétition en remportant le tournoi de la zone 4. En finale, les jeunes tchadiens s'étaient imposés face au Gabon, décrochant ainsi leur qualification pour l'Afro-Basket U18. À Abidjan, les protégés d'Alain Asnal ont découvert un niveau de compétition plus élevé face à plusieurs des meilleures sélections africaines de leur catégorie. Pour cette jeune équipe, il s'agit surtout d'une première expérience majeure sur la scène continentale. Après une entrée en matière difficile face au pays hôte, la Côte d'Ivoire, les Sao ont rapidement réagi. Ils ont su se remobiliser et retrouver leur automatisme pour s'imposer successivement face au Nigeria et à l'Égypte. Ces résultats leur ont permis de décrocher une qualification historique pour les phases finales. Au-delà du résultat collectif, certaines individualités ont également marqué cette campagne, à l'image du capitaine Yaya Ngaba, dont les performances ont contribué à porter l'équipe dans les moments importants. L'élimination face au Cameroun rappelle toutefois l'écart qui peut encore exister entre le basketball tchadien et les sélections les plus expérimentées du continent. Les scores de 77 à 49 soulignent notamment les marges de progression qui restent à combler, aussi sur les plans techniques et physiques, tactique et mental. Pour cette génération, le véritable défi commence donc maintenant. Il faudrait capitaliser sur l'expérience acquise à Abidjan, maintenir la cohésion du groupe, renforcer la formation des jeunes talents et leur offrir davantage de confrontations de haut niveau. Cette participation à l'Afro-Basket U18 constitue une étape importante dans la construction et la progression du basketball tchadien. L'objectif désormais est de transformer cette expérience en acquis durable. Car si l'aventure des Sao s'est arrêtée en quart de finale, pour cette jeune génération, la véritable course ne fait peut-être que commencer.
En Afrique, l'actualité reste marquée par des développements politiques et sécuritaires. En Zambie, les électeurs ont voté pour élire leur président, leurs députés et leurs représentants locaux. Au Mali, 82 militaires détenus depuis les attaques d'avril ont été libérés, tandis qu'au Soudan, les forces de soutien rapide revendiquent la prise de Genzan dans l'état du Nil bleu. Les détails avec Fantaswe. En Zambie, les électeurs se sont rendus aux urnes pour un scrutin marqué par une forte mobilisation dès les premières heures de la matinée. À Lusaka, certains ont commencé à faire la queue plusieurs heures avant l'ouverture des bureaux, prévus à 6 heures. D'importantes files d'attente ont été observées dans une capitale restée, par ailleurs, particulièrement calme. Une présence policière renforcée avait été déployée autour des centres de vote. Les électeurs étaient également appelés à renouveler l'Assemblée nationale ainsi que les instances locales. Quelques difficultés ont toutefois été signalées, notamment des retards dans certains bureaux, des problèmes d'orientation, de gestion des files d'attente ou encore liés aux listes électorales. Dans la province du Nord, le principal candidat de l'opposition, Brian Mondjibile, a notamment affirmé que certains bureaux avaient ouvert tardivement. Ces difficultés n'ont toutefois pas, à ce stade, provoqué d'incendies majeurs. Le président sortant Hakainde Hichilema, au pouvoir depuis 2021, a voté à Lusaka en début d'après-midi. Candidat à un second tour mandat, face à 13 adversaires, il a défendu les réformes économiques engagées depuis son arrivée au pouvoir, tout en reconnaissant que beaucoup reste à faire. Au Mali, l'armée a annoncé jeudi la libération de 82 militaires détenus depuis les attaques du 25 avril, revendiquées par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans, le JISIM, affilié à Al-Qaïda, ainsi que le FLA, un mouvement rebelle à dominante touareg. Ces offensives avaient notamment visé le principal aéroport du pays et provoqué la mort du ministre malien de la Défense. Dans un communiqué, l'armée malienne affirme que les soldats étaient retenus en otage par les groupes armés affiliés à la coalition GSIM-FLA. Elle attribue leur libération à une opération minutieusement planifiée, à la mobilisation coordonnée des moyens nécessaires. Les deux groupes avaient également revendiqué les attaques du 4 juillet contre plusieurs positions de l'armée malienne. Dans un autre développement, le président de la transition malienne, Assimi Goïta, a accordé le même jour sa grâce à un ressortissant français, Yann Christian Bernard Vézilier, présenté par les autorités maliennes comme un agent de renseignement et officiellement affecté à l'ambassade de France à Bamako. Il avait été condamné en juin à 20 ans de prison pour des faits liés à une accusation de complot contre les institutions du pays. Au Soudan, les paramilitaires des forces de soutien rapide, les FSR, ont annoncé avoir pris le contrôle de la ville de Géissan dans l'état du Nil bleu. Les FSR ont lancé mardi des frappes de drones et des attaques au sol contre cette ville située à proximité de la frontière éthiopienne. Les autorités locales ont accusé les paramilitaires d'avoir attaqué les fermes environnantes et pillé les récoltes. L'armée soudanaise n'a, pour sa part, pas confirmé la prise de Géissan. Elle affirme toutefois que les FSR ont lancé leur attaque depuis l'intérieur du territoire éthiopien, selon une source militaire citée par l'AFP. L'état du Nil bleu est devenu un front important de la guerre qui déchire le Soudan depuis avril 2023. Les FSR y mènent des offensives terrestres et intensifient leurs frappes de drones pour contester le contrôle de l'armée dans le sud-est du pays. Depuis le début de l'année 2026, les combattants ont déplacé environ 60 000 personnes à travers l'état du Nil bleu selon les Nations Unies. Et c'est sur cette actualité internationale que nous mettons terme à cette édition du journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite des programmes. Moi, je vous dis à très bientôt, Inch'Allah.